Ces images ont à la fois vocation de provocation, de mépris, d'arrogance et même de grandiloquence. Alors je vais regarder la caméra en espérant que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence et le directeur adjoint du cabinet civil nous regardent. Alors je leur pose la question, qui est fou? Qui est fou, c'est quoi? Non, qui est fou? Qui est fou? Surtout pas le journaliste. Qui peut croire à ça? Je vais vous démontrer en quoi est-ce que c'est faux. Ça, c'est les images, c'est pour le fun. C'est pas possible. Mais c'est un grand sourire. Je vous dis que... Si on diffusait la vidéo, vous voyez comment ils se tiennent la main, comment... Alors, Jean-Michel Cancan demandait souvent, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Qui est fou? Mais enfin, qui est fou? Quand Armand Okol jette cette interrogation brûlante à la face du landerneau politique sur le plateau de lait, prédicateur sur A1, il ne s'adonne pas à une posture de débatteur télévisuel. Il pose ici un diagnostic d'une lucidité terrifiante sur l'état de notre République. Face au cirque d'illusions orchestrées au sommet de l'État, dit-on, le porte-parole et communicant sort le scalpel pour disséquer sans pitié la crise des nerfs d'un régime aux abois. Car au sommet de la pyramide, le silence présidentiel est désormais vertigineux. Alors que Paul Biya brille par une absence prolongée qui alimente toutes les conjectures et paralyse la machine étatique. Le palais de l'unité a cessé d'être le sanctuaire de la décision pour devenir une scène de théâtre où l'on joue, selon lui, la comédie du pouvoir. C'est dans ce vide que s'est déroulé le 31 juillet 2026 une pantomime d'une gravité extrême. D'un côté, Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, encore appelé le vice-dieu. De l'autre, Oswald Babouké, directeur adjoint du cabinet civil, le DACC, assurant l'intérim de son titulaire Samuel Vondo Ayodo, resté au chevet du chef de l'État en séjour privé en Europe. Les deux dignitaires se sont affichés main dans la main, souriants, complices jusqu'à l'indécence, sous le crépitement bien ordonné des flashs officiels. Une opération, dit-on, de déminage médiatique grossière, pensée pour éteindre les rumeurs de guerre à mort qui déchirent le sérail. Sur fond de scandales financiers liés à l'or de l'Est, des crises, des faux décrets et des révélations explosives du capitaine Romuald Effudo. Sur la toile, les observateurs comptaient déjà des coups de cette guerre de succession, sanglante résumant l'imposture à sa réalité la plus cynique. Une complicité de façade sous le feu des caméras où l'on caresse sa proie pour mieux l'égorger. Mais devant ce cirque, l'analyste des structures, le jeu d'acteur, il fait voler en éclats le décor. Je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'à la présidence de la République, il y a une cérémonie organisée. Il y a dans les sources du droit ce qu'on appelle la coutume. Dans les sources du droit, on convoque la coutume. Et ici, convoquons la coutume. Depuis 14 ans, je crois que ça fait 14 ans. Regardez comment il se serre la main. Ça fait 14 ans. Après, c'est ta pote. Bisleka, il va encore me fâcher. Non, vous avez terminé. Fâche. Pour que les gens comprennent, c'est vous qui avez la parole. Regardez, il va saluer le directeur adjoint du cabinet civil l'an dernier et ils vont se faire... ça sont des signes... Ça, c'est très bien. Voilà. Vraiment, bravo, félicitations, chapeau. Alors, mais moi, je vous pose la question. Depuis que vous voyez les cérémonies à la présidence, quand est-ce que vous les avez déjà vus aussi chaleureux? L'invocation du mythique humoriste camerounais n'a rien d'un mot d'esprit léger. Elle traduit la tragédie d'un peuple sciemment réduit au rôle de spectateur crédule. Armand Okol refuse de laisser passer la fraude intellectuelle.
Pour ruiner cette fable de l'unité retrouvée, le pamphlétaire convoque la mémoire institutionnelle du Cameroun. Ce corps d'usage et de coutumes administratives forgées par des décennies de pratiques au palais de Toudi. Une tradition qui impose la sobriété, la distance et le respect sacerdotal de la hiérarchie. Or, ce à quoi nous avons assisté viole la nature même des charges républicaines. On l'écoute. Quand est-ce que vous les avez vus aussi chaleureux? Et la mise en scène, mais observez bien les salutations. Qu'est-ce que le directeur adjoint du cabinet civil fait pour être là-bas derrière? Il devait être avec les autres assis parce que il faut dire que le titulaire de la fonction n'est pas là. Il est lui également en cours séjour privé à l'étranger avec le président de la République. Donc c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui assure l'intérim de son chef. Par conséquent, rien ne justifie qu'il soit excentré, qu'il soit à l'extérieur. L'observation du cadre du PCRN frappe au cœur du dispositif. En temps normal, la rigueur protocolaire d'État est d'une rigidité de fer. Le directeur adjoint du cabinet civil, agissant en qualité d'intérimaire du cabinet, n'a aucune raison de se prêter à une déambulation marginale et scénarisée, dit-il. L'agencement spatial des corps, la présence des baboquets en dehors du rang protocolaire, au lieu d'occuper son siège officiel, trahissent une volonté d'exhibition. Il ne s'agit pas de l'expression spontanée d'une amitié réorganisée, mais de la fabrication millimétrée d'une fiction politique. Cette chorégraphie du mensonge n'aurait jamais pu exister sous le bras armé de l'objectif. Le journaliste de formation poursuit son autopsie de l'image en révélant les coulisses d'un cadrage militarisé où le photographe de la présidence cède sa neutralité technique pour devenir le metteur en scène d'une opération de comédie politique exclusive. On l'écoute. Vous avez vu les photos, vous les avez diffusées, mais bon sang. Le photographe là est fort, hein? Partout où les gens là étaient, il était déjà positionné. Je ne sais pas si c'est lui qui leur disait souvent, non, attendez un peu, je me positionne. Maintenant, vous pouvez avancer, ainsi de suite. Non, c'est la preuve de ce que c'est arrangé. Non, voilà, observez les images. Le caméraman là était toujours, regardez. C'est-à-dire, le caméraman s'est arrangé durant tout la... Parce que ça, c'est les images d'après cérémonie. La cérémonie est terminée mieux. Vous savez le nombre de personnes qui veulent diviser avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, après une cérémonie comme celle-ci. Donc, dès que la cérémonie est finie, il n'a pas eu une minute à consacrer aux autres membres du gouvernement ou aux autres récipiendaires. La seule personne à qui il a accordé son attention, son temps, c'est le directeur adjoint du cabinet civil. Et puis, le photographe. Puisque l'image est encore là, quand vous les voyez, les analystes politiques, vous comprenez qu'il y a là un manque même de sincérité. Oui. Non, ce n'est pas sincère. Ce séquence cérémoniale du 31 juillet agit comme le révélateur d'une friture systémique au sommet de l'appareil d'État, alors que plus de 140 serviteurs de la nation devaient être honorés pour leur engagement. Ces cadres et hauts fonctionnaires se sont vus invisibilisés, relégués au rang de figuration muette dans la géographie symbolique du pouvoir. Ni l'adresse d'usage, ni les gars protocolaires du SGPR ne sont venus sanctionner leur mérite. La puissance publique s'est trouvée captée par un face-à-face exclusif. L'appareil d'information et les vecteurs de la communication gouvernementale ont été entièrement réorientés vers un exercice d'équilibrage belligérant. L'enjeu n'était plus de célébrer l'excellence du service public, mais de mettre un signal de neutralisation réciproque à l'attention des réseaux d'influence. Dans cette manœuvre, la fonction récompensatrice de la République a été purement et simplement sacrifiée à l'autel d'un arbitrage de factions et d'un étalage
des prééminences personnelles. Armand Okol pousse alors l'exercice plus loin, quittant la simple critique de forme. L'éditorialiste applique les outils de la sémiotique pour dévoiler le projet sous-jacent à cette fuite d'images et exposer la véritable fracture éthique qui sépare cette caste dirigeante du reste de la nation. Regardez, C'est la ça c'est un sourire politique qui n'a rien il est à voir politique. avec... il est politique. Mais je vais plus loin que ça. De manière sincère. Quel était l'objectif de faire fuiter ces images? Non, mais à ce moment c'est précis. une cérémonie ouverte, non? Mais elle Il y est a pas eu ouverte. que ça. Il y Mais a la alors, fête, il y a la mais je veux reconnaissance. savoir, Visloye, là on fait de la sémiotique. On a un peu appris ça à l'école. C'est-à-dire Donc, que regardez. la science du langage des signes, c'est ça qu'on est en train de faire. Mais dites-moi, une cérémonie dans laquelle on a offert des médailles à 150 personnes, dites-vous. Ouais, 140. Mais les seules images qui ont fait le tour, Oui. c'est les images de deux personnalités qui ne sont pas les récipiendaires. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond? Une cérémonie. Oui. Il n'y a pas, on ne voit aucune image de la cérémonie. Mais attendez, vous pensez que ça tient la route? Non, c'est juste pas possible. C'est une machination qui prouve que ces gens vivent un malaise sérieux. Le trouble est profond, mais il ne s'arrête pas au faux semblant du palais. Car ce que ces clichés révèlent en filigrane, c'est l'exhibition décomplexée d'une oligarchie qui ne sait plus cacher son pactole. Selon la lecture qu'on en fait, ce spectacle étalé au grand jour n'est pas une simple maladresse. C'est un véritable bras de fer financier en public. Alors que les Camerounais étouffent sous la hausse des prix, manquent d'eau potable, subissent des coupures d'électricité à répétition, sans oublier Internet, voient leur route se dégrader, l'étalage de fortunes colossales et de biens immobiliers inexplicables par des barons du pouvoir prend ici une toute autre dimension. Selon les critères de la déontologie publique, de tels patrimoines restent impossibles à justifier avec de simples salaires de fonctionnaires. Ce décalage brut entre la misère du quotidien et le train de vie princier des dirigeants ne relève plus seulement du mépris. C'est une insulte permanente faite au peuple Armand Okol. Et vraiment, je vais au-delà de la cérémonie. Dites-moi, quand bien même vous serez directeur adjoint du cabinet civil, quand bien même vous serez ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, honnêtement, les images qui fuitent, qui montrent les différentes résidences, dites-moi à quel moment chacun d'eux peut justifier de leurs avoirs, de leurs richesses, même si prenez tout mon village, tout mon arrondissement, tout mon département, collectez les richesses de tout le monde, tout ça réuni ne peut construire aucune des résidences qu'on a Mais qu'on a paraît vu qu'ils sont passer. héritiers, Armand. Non, à un moment, c'est des héritiers. Oui, de l'or. Je ne me souviens non, pas. laissez- Je ne me souviens pas d'un Pierre roi. Toulouse. Je ne me souviens pas d'un roi. Non, Visley, à un moment donné, ceux qui ont eu la grâce de jouir, de bénéficier du décret présidentiel, de jouir du décret présidentiel, de travailler aux côtés du président de la République, dont on ne connaît pas un tel niveau d'exubérance, doivent avoir un minimum de respect et de considération pour nous autres. Merci Armand. Ils n'ont pas fait des sacrifices plus que d'autres Camerounais. Lorsque les relais médiatiques tentent d'esquiver la question en évoquant une prétendue fortune familiale sous le prétexte commode qu'il s'agirait d'héritiers, la réponse sur le plateau vient immédiatement balayer la manœuvre au Cameroun. Aucune chefferie traditionnelle, aucun royaume ancestral ne génère des empires financiers ou des parcs immobiliers de cette ampleur en l'espace d'une seule carrière passée dans les grands bureaux de la République. Selon les réalités sociologiques du pays,
Il est impossible de masquer une telle accumulation de richesses derrière l'héritage des aïeux. Ce patrimoine n'a aucun enracinement historique. Il dérive purement et simplement de la captation des ressources publiques prélevées sur les finances d'un État à bout de souffle. C'est précisément sur ce point que la prise de parole d'Armand Ocol prend toute sa portée. L'intervenant rejette les faux fuyants et déplace le débat sur le vrai terrain. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la simple morale administrative. Cette captation touche désormais au fondement même de la cohésion sociale et devient une menace directe pour la survie collective ainsi que la sécurité du pays. Donc une chose est d'exhiber vos richesses, une autre est de se moquer des Camerounais à travers, parce que ces images ont à la fois vocation de provocation, de mépris, d'arrogance et même de grandiloquence. À un moment donné, croyez-moi. Merci Armand Ocol. Non, je vous dis. Non, c'est bon, vous écoutez. Il faut éviter de trop tirer sur la corde. Oui. Ok. Parce que quand une personne se sent dépossédée de tout, je vous assure que celui-là n'a plus peur de rien. Merci Armand Je ne Ocol. sais pas Alors, si ces gens Pierre pensent que après ce qu'ils ont accumulé, Merci ils Armand. peuvent vivre en paix dans Merci. notre pays. La mise en garde résonne avec une gravité particulière sur le plateau de l'émission Les Prédicateurs. En philosophie politique, la pérennité d'un ordre social ne repose pas sur la seule puissance de l'appareil sécuritaire, mais sur la légitimité perçue du pouvoir et le consentement partagé des gouvernés. Dès lors que les élites étalent leur opulence face à la déchéance matérielle du plus grand nombre, ce contrat tacite s'effondre. La pensée politique de Baruch Spinoza à Jean-Jacques Rousseau enseigne que l'autorité s'évapore lorsque la contrainte devient le seul fil qui retient le corps social. Le pouvoir atteint son point de rupture au moment exact où la privation de dignité efface la crainte du châtiment. Quand la précarité annule toute perspective d'avenir, l'appareil de coercition perd toute son efficacité dissuasive. L'intervention d'Armand Ocol s'attaque frontalement au mythe de l'inéluctabilité et au sentiment d'impuissance populaire. Son raisonnement déconstruit minutieusement la mécanique du spectacle politique. La concorde affichée entre Ferdinand Ngongo et Oswald Baboké n'exprime ni la stabilité de la puissance publique ni la maîtrise sereine des affaires nationales. Elle révèle la phase crépusculaire d'une gouvernance où l'action d'État s'est muée en un simple arbitrage de factions rivales. L'appareil républicain ne dialogue plus avec la nation. Elle s'épuise désormais dans la préservation de ses propres équilibres internes et dans la défense d'intérêts catégoriels. C'est ici que la démonstration rencontre l'intuition prophétique du grand Jean-Michel Cancan. À travers son éternelle question, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Le comédien avait saisi avant tout le monde le ressort de la dérive oligarchique. Ce moment précis où l'arrogance des puissants devient si voyante qu'elle finit par choquer le bon sens de la rue. Jean-Michel Cancan, ce n'était pas un simple mot d'esprit, mais le cri de ralliement d'un peuple qui refuse d'être dupe. En poussant le bouchon si loin, les figures du régime oublient la leçon fondamentale du maître de la satire. Aucune domination ne s'exerce indéfiniment dans le mépris des réalités. L'heure tragique des pouvoirs, enfin, des cycles consiste toujours à confondre la patience des masses avec leur adhésion et leur silence provisoire avec une soumission définitive. Merci.